Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Anno 1800, qui est un jeu qui a été édité en 2020 par Cosmos et qui a été relocalisé en français par Yellow. On voudrait d'ailleurs remercier Yellow de nous avoir envoyé 7 copies de jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Martin Wallace qui se joue de 2 à 4 joueurs et dont les parties vont durer de 60 à 120 minutes. C'est inspiré du jeu vidéo de Ubisoft du même nom. C'est un jeu de gestion de ressources, de gestion de cartes, de développement économique, construction de moteurs, qui a un petit aspect un peu de construire un arbre technologique avec différentes usines qui vont produire des types de ressources et on va tenter d'accomplir les objectifs de nos citoyens pour marquer des points d'influence. Donc le joueur qui aura le plus de points d'influence à la fin de la partie sera déclaré vainqueur. Alors, Anno 1800, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est le premier lundi du mois, on va lancer notre concours du lundi pour le mois d'août 2022, dans lequel vous pouvez remporter une copie de Anno 1800. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va assembler le plateau principal et on va le placer au centre de la table. Et on va prendre toutes les tuiles d'usine, de chantier naval et de navire et on va aller les placer à leurs endroits respectifs sur ce plateau. Ensuite, on va mélanger les 2 pioches de cartes citoyens et on va les placer sur le plateau principal à leurs endroits respectifs. On va ensuite former une pioche avec les cartes citoyens du Nouveau Monde qu'on va placer aussi à leur emplacement respectif et la même chose avec les cartes expédition. À gauche du plateau principal, on va aller placer les réserves de cubes citoyens des différentes couleurs. On aura les cubes verts pour les fermiers, les cubes bleus pour les ouvriers, les cubes rouges pour les artisans, les cubes mauves pour les ingénieurs et les cubes turquoises pour les investisseurs. À droite du plateau principal, on va aller former les pioches de tuiles Nouveau Monde qu'on va placer en haut. Et ensuite, on va faire la même chose avec les tuiles de l'Ancien Monde. On va placer une pioche face cachée avec ces tuiles. On va se faire une réserve avec les jetons d'or. On va ensuite faire une réserve avec les 2 sortes de jetons marines. On a les jetons d'exploration ainsi que les jetons de commerce. On va prendre les cartes d'objectifs et on va prendre 5 cartes au hasard pour notre partie. Lors d'une première partie, on vous suggère de prendre les 5 cartes qui sont indiquées dans le livret d'instruction, c'est-à-dire celles qui ont 3 petits losanges au centre, qui sont les 5 objectifs pour une première partie. Les autres cartes objectifs seront remises dans la boîte de jeu. Et on va placer le jeton de feu d'artifice à côté du plateau principal. Chaque joueur va recevoir un plateau terre d'origine. Les joueurs vont aussi commencer la partie avec 4 fermiers, 3 ouvriers ainsi que 2 artisans qu'ils vont placer dans les quartiers correspondant aux couleurs des cubes. Juste en dessous des quartiers ouvriers, on retrouve des usines de départ qui sont imprimées sur ces plateaux. On pourra placer des tuiles d'usine par-dessus ceux-ci pour en construire des meilleures pendant la partie. Les joueurs vont aussi commencer avec un chantier naval de niveau 1 ainsi que 3 navires dans la mer. Sur chacun de nos navires, on retrouve un symbole qui est imprimé sur celui-ci. On va aller placer un jeton correspondant à ce symbole sur chacun de nos navires de départ. Donc, on aura 2 navires avec un jeton de commerce chacun et notre 3e navire commencera avec un jeton d'exploration. On va ensuite piocher une carte citoyen pour chacun de nos cubes citoyens de départ. On va donc aller chercher un total de 7 cartes fermiers et ouvriers, puisque ce sont les mêmes cartes pour ces 2 couleurs. Et on va ensuite se prendre 2 cartes pour les artisans, ce qui va nous faire une main de départ de 9 cartes citoyens qui vont représenter les objectifs qu'on va tenter de faire pendant la partie pour gagner des points d'influence. On va ensuite déterminer un premier joueur. C'est le dernier joueur qui est allé à l'étranger. On va lui remettre le jeton premier joueur. Et le 2e joueur va recevoir en compensation un jeton d'or qu'il va placer dans sa réserve personnelle.
Et on peut remettre aux joueurs un aide de jeu qui, d'un côté, a un résumé de toutes les ressources et marchandises qu'on peut fabriquer avec nos usines. Et de l'autre côté, on retrouve le résumé de toutes les actions possibles qu'on peut faire à notre tour de jeu. Une partie de Anno 1800 se joue à tour de rôle. Les joueurs vont développer leur terre en fabriquant de nouvelles usines qui vont leur permettre d'avoir accès à des marchandises plus avancées dans le but de répondre aux besoins des cartes citoyens de leurs mains pour marquer des points d'influence. On va continuer ainsi, on va développer nos terres, on va gagner aussi des nouveaux citoyens, on va améliorer les couleurs de nos citoyens pour avoir accès à des meilleures usines et des meilleures marchandises. On va aussi développer nos chantiers navals, nos bateaux pour avoir accès à des jetons de commerce et des jetons d'exploration qui pourront nous servir à explorer l'ancien monde et le nouveau monde pour avoir accès à des ressources uniques. Et on va continuer la partie jusqu'à temps qu'un joueur ait réussi à jouer toutes ses cartes citoyens de sa main, ce qui va déclencher la fin de la partie. On va terminer la ronde en cours, on va en jouer une dernière et ensuite le joueur, on passe au décompte final des points en fait, et le joueur qui aura le plus de points d'influence sera déclaré vainqueur. À son tour de jeu, un joueur devra choisir parmi une des actions principales à effectuer à son tour de jeu et il pourra aussi faire des actions gratuites le nombre de fois qu'il le veut tant qu'il peut payer les coûts de ces actions gratuites. Regardons tout d'abord l'action gratuite de production. C'est une action qu'on fera souvent dans le jeu puisque c'est l'action qui nous permet de créer les ressources qu'on aura besoin pour faire les actions principales. Comme c'est une action gratuite, le joueur peut effectuer plusieurs actions de production dans son tour de jeu, tant qu'il a les cubes de travailleurs et les endroits de travail sur ses usines qui sont disponibles. Chaque usine peut produire la ressource qui est indiquée dans l'icône imprimée sur l'usine, que ce soit celle de base de notre plateau ou bien celle qui se retrouve sur les tuiles qu'on va construire pendant la partie. Pour faire l'action de production, on va tout simplement prendre un cube d'ouvrier dans notre zone de travail, dans les quartiers, et on va aller le placer sur un emplacement de travail qui correspond à la même couleur que le cube. Donc je pourrais envoyer mon fermier à cet endroit pour produire une ressource de cochon. Et je pourrais prendre ici un artisan, un cube rouge, aller le placer sur un emplacement rouge, ce qui me permettrait ici de fabriquer une ressource de charbon. Dans ce jeu, il n'y a pas de jetons qui représentent les ressources qu'on fabrique. Les ressources sont donc virtuelles et on doit les dépenser dans le tour de jeu où on les fabrique. Regardons maintenant l'action principale de construire. C'est l'action qui va nous permettre d'aller gagner des tuiles d'usine, de chantier naval ou de navire pour les ajouter sur notre plateau personnel. Regardons tout d'abord pour fabriquer des usines. On retrouve trois types de cases sur notre plateau personnel. On a les cases de terre ferme qui sont les deux rangées dans le haut, juste en dessous de nos quartiers ouvriers. On a déjà des emplacements d'usines de base qui sont imprimés sur notre plateau, mais on peut placer une tuile par-dessus ces emplacements de base. On retrouve ensuite dans la troisième rangée de bâtiments, c'est le littoral, donc c'est des bâtiments qui sont sur le bord de l'eau. On peut placer des bâtiments d'usine à cet endroit-là, mais on peut aussi y placer les chantiers navals. Et finalement, on a une rangée qui représente des cases dans la mer qui sont seulement pour les navires. Je viens donc de produire une ressource de cochon ainsi qu'une ressource de charbon. Je vais utiliser mes deux ressources et je vais aller construire une usine à saucisses. Je vais donc prendre la tuile d'usine à saucisses du plateau principal. On voit que son coût est une ressource de charbon et une ressource de cochon que je viens de fabriquer avec mes deux actions de production. On va ensuite prendre la tuile et décider où on veut la placer. Comme c'est une usine, on peut la placer sur les deux rangées de cases usines pour recouvrir les usines de départ, ou on peut les placer sur les cases de littoral. Donc, je vais décider de les placer sur les cases de littoral et on va retourner la tuile de l'autre côté, donc pour cacher son coût de fabrication. Et maintenant, on voit la ressource qu'elle produit et on voit les couleurs demandées pour les ouvriers pour créer cette ressource. On peut aussi construire une tuile de bâtiment, d'usine, par-dessus une usine qui est déjà présente. À ce moment-là, on va défausser l'autre tuile et la retourner sur le plateau principal. Chaque usine est en deux exemplaires sur le plateau principal et un joueur ne peut pas posséder deux usines identiques sur son plateau, c'est-à-dire une usine qui produit une ressource et qui utilise des ouvriers de la même couleur. Donc le même joueur ne pourra pas acheter les deux usines à saucisses.
Par contre, un joueur pourrait avoir deux usines qui produisent la même ressource. Donc ici, j'ai deux usines à charbon, mais ce ne sont pas des tuiles identiques, puisqu'ici, c'est une usine à charbon qui utilise des cubes rouges d'artisans, et ici, c'est une usine à charbon qui utilise des cubes bleus d'ouvriers. Donc on aurait le droit d'avoir ces deux usines à charbon. À mon prochain tour de jeu, je veux me fabriquer une usine pour fabriquer des caisses de bois. On voit que le coût est des briques et qu'on demande aussi un ouvrier rouge, donc un artisan, pour pouvoir fabriquer cette usine. On a donc besoin d'une ressource et d'une sorte d'ouvrier spécifique. Pour l'ouvrier, on doit le prendre dans notre quartier et on va aller le placer dans la zone d'épuisement, c'est-à-dire à côté de notre plateau principal. Donc c'est comme s'il avait aidé à la fabrication de cette usine. Et j'aurai aussi besoin de faire des briques, mais malheureusement les briques me demandent aussi un ouvrier rouge et je n'en ai plus de disponible dans mon quartier. C'est là que je vais utiliser mes jetons de commerce pour aller chercher une brique chez mon adversaire. On peut utiliser les jetons de commerce sur nos navires pour fabriquer une ressource disponible chez notre adversaire, c'est-à-dire une ressource qui peut être fabriquée par n'importe quelle de ces usines, qu'elle ait des emplacements de libre ou pas pour des ouvriers. Selon la couleur d'ouvrier demandée sur l'usine de notre adversaire, on va devoir utiliser un certain nombre de jetons de commerce. Comme on veut fabriquer de la brique et que mon adversaire a aussi cette usine sur son plateau, on va devoir payer le coût pour un ouvrier rouge. Donc on voit qu'on demande de payer 2 jetons de commerce. Je vais donc épuiser mes 2 jetons de commerce en les plaçant à côté de mon plateau principal et ça va me permettre de fabriquer cette ressource avec le commerce au lieu de la fabriquer dans mes usines. Maintenant, j'ai donc fabriqué mes briques et j'ai épuisé mon ouvrier, ce qui me permet de fabriquer mon usine à caisse de bois. Donc je vais la retourner de l'autre côté. À chaque fois qu'on va aller chercher une ressource avec le commerce chez un de nos adversaires, notre adversaire ne peut pas refuser cette transaction, mais ça va lui donner en compensation un jeton d'or pour chaque ressource qu'on va aller fabriquer avec nos jetons de commerce. Et on ne peut pas utiliser nos jetons de commerce pour fabriquer plusieurs fois la même ressource dans le même tour de jeu. Chaque usine est limitée à une seule activation avec les jetons de commerce. Et on ne peut pas activer nos propres usines avec les jetons de commerce, c'est seulement pour aller fabriquer des ressources à partir des usines des plateaux de nos adversaires. À mon prochain tour de jeu, je veux me fabriquer une usine pour faire des voiles. Donc ça va coûter de la ficelle que je vais pouvoir fabriquer avec un fermier. Et ça va me coûter des planches de bois que je vais aussi pouvoir fabriquer avec un fermier dans cette usine. Ce qui va me permettre de construire mon usine pour faire des voiles de bateau. En fait, j'ai décidé de la fabriquer par-dessus celle que j'avais déjà, puisque celle-ci va utiliser des ouvriers bleus que j'ai en plus grande quantité que les ouvriers rouges. Si on fabrique des chantiers navals, on doit obligatoirement les construire sur des cases de littoral pour qu'ils soient adjacents à la mer. Les chantiers navals de niveau 1 n'ont pas de coût de construction, donc ils sont gratuits, alors que les niveaux 2 et les niveaux 3, on devra payer les ressources qui sont indiquées ou les ouvriers qui sont demandés sur les tuiles. Je vais donc me fabriquer un chantier naval de niveau 1 à cet endroit-là. Et si je prends une action de construction pour aller me faire des navires, à ce moment-là, je vais pouvoir faire un navire par chantier naval que je possède. Par contre, le niveau des chantiers navals me donne le niveau maximum de navires que je peux fabriquer. Donc, comme j'ai 2 chantiers navals de niveau 1, je pourrais me fabriquer 2 navires de niveau 1, soit des navires de commerce ou des navires d'exploration. Mais on doit pouvoir fabriquer toutes les ressources nécessaires à la fabrication de plusieurs navires, si on veut en faire plusieurs, dans la même tour de jeu. Et on ne peut pas additionner les niveaux des chantiers navals pour pouvoir faire un navire de niveau 2. Donc je ne peux pas additionner 1 plus 1 pour faire un navire de niveau 2. Je peux faire soit 2 navires de niveau 1 ou un seul navire de niveau 1. Par exemple, si je veux fabriquer un navire de commerce, donc ici ça me prend une voile que je vais aller fabriquer avec ma nouvelle usine de voile et ça me prend des planches que je vais aller fabriquer avec mon fermier. Ça va me permettre de faire un nouveau navire de commerce qu'on est obligé de placer dans une des cases de la mer. Et lorsqu'on le construit, on va aller placer le nombre de jetons indiqués sur le nombre d'icônes. Donc les navires de niveau 1 vont avoir un icône. Ici, c'est un navire de commerce. On a donc un jeton de commerce. Si c'est un navire niveau 2, il y aura 2 jetons. Et si c'est un navire niveau 3, il y aura 3 jetons. Et c'est le même principe avec les navires d'exploration.
Regardons maintenant l'action gratuite de fin de service. C'est une action qui nous permet de replacer des ouvriers qui sont sur nos usines pour les ramener dans leur quartier, ce qui nous permettra de les utiliser à nouveau. Pour faire cette action, on aura besoin de dépenser de l'or qui équivaut à la couleur de l'ouvrier. Donc 1 or pour ramener un fermier, 2 or pour ramener un ouvrier, 3 or pour ramener un artisan, 4 or pour ramener un ingénieur et 5 or pour ramener un investisseur. Donc, si je paye mes 3 jetons d'or, je les retourne à la réserve générale, je pourrais déplacer mon cube d'artisan et le ramener dans son quartier. Ce qui pourrait me permettre de fabriquer une usine à verre, puisque j'ai besoin de charbon qui peut être fait seulement par mon artisan, et que j'ai besoin ici des petites caisses de bois que je vais aller fabriquer avec l'usine que j'ai faite tout à l'heure. C'est les 2 ressources pour fabriquer cette usine que je vais retourner de l'autre côté. Lorsque la majorité de nos ouvriers sont placés sur nos usines et que nos quartiers ouvriers sont presque vides et que nos bateaux ont presque tous épuisé leurs jetons, le joueur va avoir de la difficulté à effectuer des actions principales. Il devra donc prendre une de ces actions principales pour organiser une fête de ville. Lorsqu'on fait cette action, ça va nous permettre de retourner tous nos cubes d'ouvriers dans leur quartier, nous permettant de les réutiliser par la suite. Donc, on va les reprendre, qu'ils soient sur les usines ou dans la zone d'épuisement. Et même chose avec nos bateaux. Donc, les jetons vont retourner sur nos bateaux, ce qui va nous permettre par la suite d'aller faire des meilleurs tours de jeu. La prochaine action principale est de jouer et d'activer une carte citoyen. Ce sont les cartes qui vont nous générer des points d'influence pour pouvoir gagner la partie. Ce sont des objectifs qui vont demander de fabriquer certaines ressources spécifiques sur notre plateau ou avec du commerce pour pouvoir jouer ces cartes. Par exemple, si je veux jouer la carte qui est ici, on voit que ce citoyen veut de la saucisse et de la bière, donc c'est un gourmand. Je peux fabriquer la saucisse avec mon usine à saucisse en plaçant un ouvrier bleu à cet endroit-là. Mais je n'ai pas la bière sur mon plateau, mais mon adversaire a une usine à bière qui est une ressource bleue. Je vais donc utiliser un jeton de commerce en l'épuisant, ce qui va donner un jeton d'or à mon adversaire, mais ce qui va me permettre de fabriquer ma bière. Et j'ai donc les 2 ressources qui me permettent de jouer cette carte en action principale. Comme cette carte est maintenant jouée, elle va me rapporter 3 points d'influence à la fin de la partie dans le décompte final. Et on a aussi un pouvoir qui est indiqué sur la carte qu'on va pouvoir activer soit le tour qu'on vient de la jouer ou dans un tour suivant. Dans ce cas-ci, je vais l'activer immédiatement. Donc le pouvoir est de gagner immédiatement un cube rouge, un cube d'artisan. Je vais donc le prendre de la réserve et l'ajouter dans mon quartier. Comme j'ai utilisé le pouvoir de cette carte, je vais la retourner face cachée pour me rappeler que j'ai utilisé son pouvoir. Lorsqu'on gagne de nouveaux ouvriers, on va aussi gagner une nouvelle carte de citoyen qui correspond à la couleur de cet ouvrier. C'était un artisan. Je vais donc aller piocher une nouvelle carte citoyen pour cette couleur. La majorité des cartes citoyens vont demander 2 ou 3 ressources à produire pour pouvoir la jouer, mais on a certaines cartes qu'on va devoir épuiser des jetons d'exploration. Donc ici, si j'avais 2 jetons d'exploration sur mes navires, je pourrais les épuiser pour jouer cette carte citoyen qui vaut ici 3 points d'influence à la fin de la partie et qui on va placer 3 jetons de commerce qu'on pourra utiliser dans les tours suivants. La prochaine action principale est de remplacer des cartes citoyens. On peut défausser jusqu'à 3 cartes de notre main. Donc ici, je pourrais en défausser 2. Et je vais aller repiocher des cartes des mêmes couleurs. Donc on va pouvoir remplacer les cartes avec de nouvelles cartes en espérant qu'on ait les ressources pour les accomplir. Si la pioche de cartes citoyens est épuisée, à ce moment-là, on ne pourra pas faire cette action pour défausser des cartes de cette couleur. La prochaine action principale est de recruter de la main-d'œuvre qui nous permet de recruter jusqu'à 3 cubes citoyens en générant les ressources qui sont demandées pour chacune des couleurs de citoyens. Par exemple, je pourrais vouloir faire un cube vert et un cube bleu. Donc pour faire un cube vert, ça me prend des planches. Donc je vais aller fabriquer des planches avec celui-ci. Et pour faire un cube bleu, ça me prend aussi des planches et ça me prend de la brique que je vais aller faire avec celui-ci. Donc j'ai payé les coûts pour faire un fermier, donc je vais ajouter un fermier. Et j'ai payé les coûts pour faire un ouvrier, je vais donc ajouter un ouvrier. Comme j'ai gagné des nouveaux cubes citoyens, je vais aussi aller chercher des cartes citoyens qui correspondent aux couleurs des cubes que je viens de gagner et je vais les ajouter dans ma main.
Si on recrute des cubes de citoyens et que la pioche de cartes citoyens de cette couleur est épuisée, on peut quand même recruter des cubes, mais à la place de piocher une carte, on devra payer une pénalité en jetons d'or, telle qu'imprimée sur le plateau principal aux emplacements où on avait les cartes citoyens. La prochaine action principale est de bénéficier de l'ascension sociale qui nous permet d'améliorer les couleurs de nos cubes d'ouvriers. On peut améliorer jusqu'à 3 cubes d'ouvriers et on doit payer les ressources qui sont entre les deux couleurs. Donc si je veux transformer un cube vert en cube bleu, on doit fabriquer une brique. Si je veux transformer un cube bleu en cube rouge, on doit fabriquer un charbon et des caisses de bois. Et ainsi de suite. Donc, si je veux, exemple, upgrader un verre, donc je vais payer des briques. Donc, je vais aller fabriquer des briques ici avec mon artisan. Et c'est tout ce que je dois faire. Donc, je vais transformer un cube vert. Donc, je vais le retirer. Et je vais gagner un cube bleu. Comme on vient de faire une ascension sociale, comme on n'a pas gagné de nouveaux cubes, à ce moment-là, on ne piochera pas de nouvelles cartes citoyennes. La prochaine action principale est d'exploiter l'ancien monde. Pour faire cette action, on va devoir épuiser des jetons d'exploration. Si c'est notre première tuile de l'ancien monde, on devra épuiser un jeton d'exploration. Si c'est notre deuxième, on devra épuiser 2 jetons d'exploration. La troisième, 3 jetons. Et la quatrième, 4 jetons d'exploration. Un joueur peut avoir un maximum de 4 tuiles de l'ancien monde d'explorer. Lorsqu'on va le faire, donc si je vais épuiser un jeton d'exploration et je vais aller piocher la première tuile de l'ancien monde et je vais venir la placer à côté de mon plateau principal, ce qui nous permet d'avoir une extension avec plus de terre pour pouvoir y construire des usines, des chantiers navals ou bien des bateaux. On a aussi des emplacements qui peuvent être imprimés sur la tuile et qui sont différents pour chacune des tuiles. La prochaine action principale est d'explorer le nouveau monde. Elle coûte le même coût que l'action d'aller exploiter l'ancien monde, donc c'est d'autres sortes de tuiles, mais les coûts sont les mêmes, donc on doit payer 1, 2, 3 ou 4 jetons d'exploration en les épuisant selon le nombre de tuiles qu'on a explorées. Donc la première fois que je vais le faire, je vais épuiser un jeton d'exploration. Je vais prendre une tuile du nouveau monde, la première sur la pioche, et je vais la placer à côté de mon plateau principal. Les tuiles du Nouveau Monde vous donneront accès à des ressources spéciales. Ici, on a une usine à coton, une usine à cacao et une usine à caoutchouc. Ce sont des usines qu'on ne peut pas retrouver sur les tuiles du plateau principal et ce sont des ressources qu'on pourra faire en dépensant nos jetons de commerce. Donc, si je dépense un de mes jetons de commerce, je pourrais produire un coton et je pourrais ensuite utiliser ce coton pour faire une action qu'il demande. Les ressources spéciales des tuiles du Nouveau Monde, on ne peut pas construire par-dessus celles-ci et je ne peux pas les obtenir avec le commerce sur le plateau des autres joueurs. Donc les autres joueurs ne peuvent pas me payer des jetons de commerce pour fabriquer ces ressources. Seul le joueur qui les possède peut les fabriquer. Lorsqu'on gagne une tuile du Nouveau Monde, on va aller piocher 3 cartes citoyens du Nouveau Monde qui sont aussi des objectifs qu'on va aller ajouter à notre main carte. Et la dernière action principale est de piocher des cartes exploration. Et pour faire cette action, on doit payer 2 jetons d'exploration, on les épuise et on peut aller piocher jusqu'à 3 cartes d'exploration qu'on va placer à côté de notre zone de jeu face cachée. Ce sont des objectifs particuliers pour la fin de la partie et ils ne comptent pas dans notre main de cartes citoyens. Et la dernière action gratuite qu'on peut faire, c'est d'activer une carte objectif qui a un fond jaune. Donc, c'est une action gratuite qu'on peut faire. Ici, si je dépense 3 jetons d'or et que j'épuise 3 jetons d'exploration, je vais gagner une autre action principale à ce tour de jeu. Les autres cartes objectifs qui sont sur fond beige sont plutôt des objectifs pour la fin de la partie pour gagner des points d'influence. Et les joueurs vont continuer à alterner des tours de jeu jusqu'à temps qu'un joueur n'ait plus de cartes citoyens dans sa main. À ce moment-là, ce joueur va déclencher la fin de la partie. On va terminer la ronde en cours pour être sûr que les joueurs ont joué le même nombre de tours de jeu. Et on va jouer une dernière ronde finale. Et lorsqu'elle sera terminée, on va passer au décompte final des points d'influence. Le joueur qui a déclenché la fin de la partie va gagner la tuile de feu d'artifice qui vaut 7 points d'influence. Ensuite, les joueurs vont additionner la valeur des cartes citoyens qu'ils ont réussi à jouer pendant la partie.
On va ensuite révéler nos cartes d'exploration, d'expédition plutôt. Et sur ces cartes, on va retrouver une case d'animal de couleur pour le zoo et une case d'artefact de couleur pour le musée. On va pouvoir prendre nos cubes d'ouvriers, peu importe où ils sont sur notre plateau, et aller les placer sur les emplacements correspondant aux mêmes couleurs. Donc ici, 2 mauves, ici 3 rouges. Donc je peux remplir toutes les cases de mes cartes. Et chaque case remplie va me donner des points d'influence qui sont juste au-dessous des cases. On peut avoir rempli une carte partiellement pour gagner seulement une des 2 cases. Pour chaque 3 jetons d'or restants, on va faire un point d'influence. Et par la suite, on va ajouter les valeurs des cartes objectifs. Donc tous les joueurs peuvent scorer les cartes d'objectifs. Pour le zoo, ça va me donner un point d'influence pour chaque case d'animal remplie sur les cartes expédition. J'en ai rempli 3. Ça va donc me faire 3 points. Pour l'université, c'est le joueur qui a le plus d'ingénieurs, donc les cubes mauves, qui va marquer 10 points d'influence. Et le deuxième joueur va marquer 4 points. Pour celle-ci, chaque tuile du Nouveau Monde qu'on a exploré va nous donner 6 points. J'en ai 2. Ça va donc me faire 12 points. Et pour celle-ci, pour avoir construit les usines qui sont représentées sur la carte, chacune d'elles va donner 6 points. J'en ai 2. J'ai l'usine à voiture et l'usine ici, je pense que c'est la machine à vapeur, qui va me donner 6 points chacune pour un autre 12 points d'influence. Le joueur qui a le plus de points d'influence sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus d'usines, de chantiers et de navires au total sur son plateau personnel. Sinon, c'est le joueur qui a le moins de cartes citoyens en main qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Anno 1800. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Anno 1800? On va commencer par les côtés positifs. Probablement, tous les matériels qui est en carton, les tuiles, les plateaux, c'est bien. C'est pas à tout casser, mais c'est quand même bien. Sinon, j'ai bien aimé l'aide de jeu à l'intérieur, qui est assez intimidant peut-être, mais qui est très très complet. Donc d'un côté, on a vraiment toutes les sortes de ressources qui existent. On voit qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a, je pense, au moins une quarantaine de ressources différentes à l'intérieur du jeu. C'est quand même beaucoup. Mais on a réussi à faire un système qui est simple, qui est ingénieux, qu'on n'a pas 10 000 manipulations de jetons de ressources différentes à faire pour fabriquer telle affaire. Fait que les ressources sont comme virtuelles, ils n'existent pas, il n'y a pas de jetons à aller chercher quand on les fabrique, on les dépense tout de suite, on construit quelque chose, on joue une carte, on fait quelque chose avec cette ressource-là tout de suite. Donc c'est assez ingénieux, puis ça permet d'avoir un système avec 40-50 ressources, mais qui n'est pas dur à gérer, puis qui n'est pas lourd de manipulation. Fait que ça, c'est quand même ingénieux à l'intérieur du jeu. Puis de l'autre côté, vous avez vraiment toutes les actions disponibles. C'est même pas un résumé, là, c'est quasiment aussi précis que dans le livret de règles. Donc honnêtement, vous faites le setup du jeu, puis presque avec juste ce côté-là de l'aide de jeu, vous êtes capable de jouer parce que vous avez toutes les actions principales, toutes les actions gratuites que vous pouvez faire. Donc c'est vraiment un beau bijou d'aide de jeu. Donc très bien réussi à ce niveau-là. C'est un jeu qui est indépendant de la langue. Toutes les cartes, les icônes, donc c'est facile de voir c'est quoi les ressources qu'on a besoin pour faire cette tuile-là, c'est quoi les ressources qu'elle va donner ensuite, c'est quelle couleur d'ouvrier que ça va prendre. Donc un bon code de couleur qui est utilisé avec les cubes, les tuiles, donc les mêmes couleurs qui vont s'échelonner sur plusieurs composantes. On peut faire rapidement le lien avec ça. Avec les cartes de citoyens aussi, qui sont des objectifs. Évidemment, plus ce sont des ouvriers spécialisés, plus l'objectif est compliqué, plus il va demander une ressource qui est avancée, mais plus il va te donner de points aussi. Fait que ça, c'est intéressant. J'aime beaucoup ce système-là de cartes citoyens, donc de cartes d'objectifs. Puis ton but, dans le fond, c'est de vider ta main pour déclencher la fin de la partie, mais c'est aussi la façon principale que tu fais des points. Donc, c'est ingénieux de voir lesquels je vais faire. Est-ce qu'il y en a que je vais essayer de défausser pour en reprendre des nouvelles, parce que ça ne fait pas avec les ressources que j'ai fabriquées. Puis personne n'a fabriqué ces ressources-là encore. Donc, est-ce que je vais perdre mon temps ou perdre des tours de jeu à aller fabriquer 2-3 usines que j'ai besoin pour une seule carte, alors que peut-être mon adversaire va en avoir plus besoin, fait qu'il va faire plein de commerce avec moi. Mais en même temps, s'il fait du commerce, je me ramasse de l'or. Si j'ai beaucoup d'or, je peux descendre. En fait, je peux retourner des ouvriers. Donc, ça me permet de faire moins souvent de prendre un tour pour faire la fête, pour justement resetter tous mes ouvriers. Donc, il y a vraiment un petit côté tactique qui est le fun à l'intérieur du jeu. Donc, le système d'objectifs, vraiment le fun. Puis aussi, les objectifs, c'est cool parce qu'ils donnent des petits pouvoirs. Donc, dans l'exemple que j'ai fait tantôt, c'était un objectif qui donnait un ouvrier supplémentaire, ce qui est quand même intéressant.
mais on a différents effets. Il y en a qui donnent des jetons d'or, il y en a qui donnent des améliorations gratuites. Fait que tu peux améliorer des couleurs de cubes. Donc, c'est quand même des actions qui coûtent très cher normalement. Donc, d'avoir ça en bonus en faisant une carte. Fait que c'est comme ça que tu vas te construire une stratégie. C'est souvent avec ce que les cartes objectifs vont demander, puis lesquelles je veux faire en premier pour pouvoir bénéficier de son pouvoir que je vais pouvoir utiliser une fois qu'elle est faite. Fait que ça, c'est quand même le fun, c'est varié. Il y en a qui te donnent des actions supplémentaires. Il y en a même une qui te permet de défausser 2 cartes de citoyens et de ne pas en récupérer d'autres. Donc, il y a vraiment une bonne diversité. Là. Il y en a qui te donnent des jetons de commerce que tu peux utiliser aussi. Donc, j'ai bien aimé ce système d'objectifs-là qui est en fait le cœur du jeu avec la façon de fabriquer les ressources avec les usines. Ça fait beaucoup penser à un jeu un peu d'arbres technologiques. Ça peut me faire penser à un Beyond the Sun. Donc, c'est un peu le même feeling. Tu as les ressources primaires qui se font avec les cubes verts, les ressources secondaires avec les cubes bleus, les ressources tertiaires avec les cubes rouges. Puis là, plus on avance dans les couleurs de cubes d'ouvriers puis de bâtiments, mais plus c'est des ressources spécialisées. Mais c'est les ressources qu'on aura besoin pour les gros objectifs qui sont payants, ceux qui vont donner 8 points. Puis c'est aussi ceux qui sont souvent reliés avec les objectifs de fin de partie, les objectifs communs, qui eux aussi, on en a plusieurs. On peut varier d'une partie à l'autre. On n'a pas nécessairement tout le temps les mêmes. C'est le fun aussi qu'il y en ait on en met 5 dans la partie, mais on peut s'arranger pour en mettre 4 qui scorent à la fin, mais un qui est une action gratuite qu'on peut aller faire aussi pendant la partie. Donc, ça va rajouter une autre option intéressante aux joueurs. Donc, vraiment, le cœur du jeu, la dynamique du jeu avec le système économique, le développement de tes terres, l'espèce de construction de moteur qui s'installe, avec les cartes d'objectifs de citoyens, comment ça marche, les bonus que ça donne, les combos que tu fais. Ça a vraiment un beau petit feeling d'engine building. C'est le genre de jeu où on est quand même très individuel sur son plateau, on fait ses affaires. Oui, on a une petite interaction quand je veux faire du commerce. J'ai pas telle ressource, puis les usines sont déjà construites, tandis que d'autres joueurs les ont. Donc, je peux faire du commerce avec eux, aller les chercher. Puis là, je fais du commerce avec lui ou avec lui. Mais lui, il a l'air moins avancé, il a fait moins de cartes d'objectifs, ou il a moins d'or. Je vais aller faire du commerce avec lui. Puis c'est lui qui va gagner un or, moi je vais gagner la ressource. Fait que c'est une interaction qui est positive, qui est juste qui bénéficie les deux joueurs de chaque côté de cet échange-là. Donc, je fais la ressource, puis je te donne. En fait, tu prends une or de la réserve. On n'a pas à la donner à l'autre joueur, c'est la banque qui va la donner. Fait que c'est vraiment positif pour les deux joueurs de faire le commerce. Fait que c'est vraiment le fun comment ça fonctionne. Puis ça me permet de garder un œil sur ce que les autres font dans la partie. Si on n'avait pas cette interaction-là, on serait vraiment figé sur notre plateau puis on se foutrait un peu de ce que les autres joueurs font. Alors qu'avec la dynamique du commerce, on est obligé de regarder ce que les autres font. Fait que ça va créer une dynamique qui est intéressante. Sur la boîte du jeu, on vous dit que c'est une durée de 120 minutes pour les parties. Honnêtement, j'ai joué la majorité de mes parties à 2 joueurs et ça prenait à peine 60 minutes. Donc peut-être que si on joue à 4 joueurs, ça peut peut-être se rendre à 1h30, mais je pense pas que ça dure jusqu'à 2 heures. C'est un jeu que, vu que tes tours de jeu sont quand même simples, c'est rapide, tu fais une seule action. Puis, vu que tu as le temps de penser à ton action avant que ça revienne à ton tour, ben ça revient à moi qui, je produis ça, ou je produis ça, je fais du commerce avec toi, je produis telle ressource, je construis telle usine, mon tour est fini. Fait que les tours de jeu sont quand même assez rapides, il y a un bon tempo, je serais pas gêné d'y jouer jusqu'à 4 joueurs, qui est le maximum qu'on peut. J'ai pas joué aux jeux vidéo, donc pour moi c'est dur de comparer si le thème est fidèle aux jeux vidéo. Je l'ai pas joué malheureusement. Mais le thème de l'industrialisme, du développement économique, du développement de tes terres, de tes usines est bien représenté. Comme j'ai dit, la dynamique d'arbres technologiques se ressent bien à l'intérieur du jeu. Fait que ça c'est quand même intéressant si vous tripez sur ce côté-là un peu historique. Je pense que vous allez trouver votre compte. Pour les côtés négatifs, si vous cherchez un jeu économique avec beaucoup d'interactions entre les joueurs, c'est pas le jeu qu'il vous faut. C'est principalement un jeu individuel. On a une petite interaction positive avec le commerce, mais c'est tout. Ça nous permet de garder un œil, mais il n'y aura pas tant d'influence sur les actions des autres joueurs selon ce qu'on va faire. Sinon, le visuel du jeu est un peu plate quand on regarde la boîte, quand on regarde le plateau, le matériel, les tuiles. C'est pas un visuel qui rend le jeu attrayant, qui rend le jeu qui tape à l'œil, qui nous donne le goût de le voir en action puis de le voir installé à quelque part. Donc, c'est un jeu assez beige, là. C'est assez drabe comme jeu côté visuel. J'ai pas trouvé ça très accrocheur. Sinon, son plus gros défaut, je pense, c'est qu'il n'y a pas d'insert dans la boîte. Donc, c'est vraiment tout dans des sacs. Et la mise en place, elle est interminable parce qu'on a un gros sac pour ranger toutes les tuiles dedans. Mais là, il faut tout que j'ai place sur le plateau. Il y a genre 50, 60 sortes de tuiles. Je ne sais pas trop combien il y a de tuiles au total. Puis il y en a 2 de chacune. Fait que là, juste trier les tuiles, c'est long. Ça prend comme 10-15 minutes.
Pour vrai, la mise en place, ça aurait été le fun d'un genre de petit insert. Toutes les tuiles sont placées. On sort ça, on met ça sur le plateau, on met ça sur la table et on part la partie. Donc, j'aurais aimé ça qui pense à quelque chose d'un peu plus agréable pour la mise en place. C'est vraiment, vraiment pénible dans ce jeu-là. Sinon, les petits cubes qui représentent les ouvriers, assez ordinaire comme matériel. On aurait pu au moins aller jusqu'au meeple. Ça nous lance un peu plus dans l'immersion d'avoir des petits bonhommes à placer sur nos usines versus les petits cubes de bois un peu plates. Je pense que c'est le genre de jeu qu'on aurait quand même pu designer un mode solo. Je pense que ça aurait été quand même réalisable. C'est pas un jeu qui a une méga interaction, donc on aurait pu faire de créer quelque chose, un automa qui va générer certaines usines avec qui on pourra faire du commerce pendant notre partie pour simuler un autre joueur, puis d'avoir un système de pointage adapté à lui. Je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être mis en place facilement dans ce jeu-là. Somme toute, Anno 1800, je vais lui donner une note de B+. C'est un très bon jeu de développement, un jeu un peu d'art technologique, de engine building. On sent qu'on upgrade ses affaires, le système d'objectifs aussi qui est super intéressant avec les citoyens. Donc quand tu gagnes plus de citoyens, tu gagnes de nouvelles cartes d'objectifs. Mais le but, c'est quand même de vider ta main. Mais ces cartes-là te permettent de faire des combos parce qu'en plus de te donner des points, ils vont te donner aussi des petits pouvoirs qui vont te permettre d'améliorer tes ouvriers, gagner des actions gratuites, gagner différents jetons de commerce, ainsi de suite, de l'or qui te permet justement de rafraîchir tes ouvriers avant de faire une action de ville, de fête. Fait que bref, beaucoup de petits combos, le fun à faire. C'est un jeu qui a une belle originalité parce que c'est un jeu qui nous offre un système avec 40-50 sortes de ressources différentes, mais qui n'est pas lourd à gérer. Il est lourd à mettre en place là, à cause des tuiles, mais pour la gestion dans le jeu, ça se fait vraiment bien. On place nos cubes sur les usines, on fabrique les ressources, on utilise des ressources pour fabriquer d'autres choses ou pour jouer une carte, et ainsi de suite. Fait que vraiment un système qui est intéressant puis très dynamique. La petite interaction aussi que j'ai bien aimé. Fait que bref, Anno 1800, si vous cherchez un petit jeu de développement qui est très sympathique, je vous le conseille. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous lancer le concours du lundi pour le mois d'août 2022. Mais avant de faire ça, on va vous annoncer le gagnant du mois précédent. C'était le jeu Oltré qui était à gagner au mois de juillet. Notre gagnant pour Oltré, il s'agit de Alex Meunier. Donc, félicitations Alex, tu peux nous envoyer un courriel à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton jeu. Pour ce mois-ci, c'est très simple. À chaque lundi du mois d'août, vous aurez une vidéo dans laquelle on va vous poser une question du jour. Et si vous répondez à cette question en commentaire YouTube sous la vidéo, vous en enregistrez une participation au concours et on dévoilera au début du mois prochain le gagnant pour une copie de Anno 1800. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu favori issu d'une licence de jeu vidéo? Ou quel jeu vidéo aimeriez-vous voir adapté en jeu de société? Vous nous laissez la réponse à une de ces deux questions sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5 $, vous aurez aussi une participation automatique au concours. Donc, bonne chance à tous! Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon, qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.